Elle est entrée dans sa vie comme un murmure et est devenue tempête. Il avait promis d'y aller doucement. Mais certains hommes ne sont pas nés pour promettre quoi que ce soit. Ce qui ressemblait à de la tendresse est devenu du contrôle. Si tu aimes les histoires d'amour et de romance, regarde jusqu'au bout, abonne-toi à cette chaîne et laisse un commentaire en disant d'où tu nous écoutes. Le vent froid des monts du Vercors coupait la peau comme une promesse non tenue, et Aurore Vidal serra son châle plus près de son corps, tandis qu'elle marchait dans les jardins de la retraite spirituelle, Saint-François d'Assise. C'était le 3e jour depuis son arrivée, ne portant qu'une petite valise, et le poids d'une vie qui semblait s'être effondrée entre ses doigts comme du sable fin. À 21 ans, elle connaissait déjà le sentiment d'être à la dérive plus souvent qu'aucune jeune femme ne le devrait. Le couvent Notre-Dame de l'Espérance, où elle avait passé les 3 dernières années de sa vie, l'avait expulsée la semaine précédente. Trouble de l'harmonie, avaient dit les sœurs supérieures, comme si ces questions sur la foi, le corps et le libre arbitre étaient des péchés mortels. Aurore questionnait trop, doutait à voix haute, et cela dérangeait l'ordre silencieux de cet endroit où les femmes se cachèrent du monde derrière des voiles blancs et des prières répétées, comme des mantras. Maintenant, à la retraite, elle tentait de trouver un sens à ses prochains pas. Elle n'avait pas de famille où retourner. Sa mère était perdue dans des neuvaines interminables depuis le départ de son père, et sa sœur cadette, Isadora, avait disparu quand Aurore n'avait que 15 ans. Il lui restait la foi, mais même celle-ci semblait vaciller comme une bougie au vent. C'est en brodant un voile avec des versets bibliques, assise à l'ombre d'un ipé jaune, qu'elle le vit pour la première fois. Élie Moreau marchait dans les jardins de la retraite avec la posture d'un homme qui portait le monde sur ses épaules, mais sans laisser personne percevoir le poids. Grand, les cheveux grisonnants aux tempes, vêtu avec une simplicité étudiée, pantalon de lin beige et chemise blanche sans ornement. À 46 ans, il avait l'apparence de quelqu'un qui avait domestiqué chaque centimètre de sa propre existence, mais ses yeux gris révélaient une inquiétude qui contrastait avec la sérénité forcée de ses mouvements. Aurore ne savait pas qui il était. Elle n'avait aucune idée que cet homme contrôlait un empire pharmaceutique évalué à des milliards, que son manoir à Écully faisait l'objet de magazines d'architecture ou que son nom apparaissait régulièrement dans les listes des entrepreneurs les plus influents du pays. Pour elle, il n'était qu'un homme qui semblait porter le même genre de solitude qu'elle connaissait si bien. Leurs regards se croisèrent par hasard quand elle leva la tête de sa broderie. Le fil doré s'était emmêlé dans ses doigts, et elle faisait une grimace de concentration en essayant de défaire le nœud. Élie s'arrêta de marcher, l'observant avec une curiosité qui le surprit. Il y avait longtemps que rien n'avait attiré son attention de cette manière. Il y avait quelque chose dans la délicatesse de cette jeune femme qui n'était pas de la fragilité, mais une force contenue, comme le silence avant la tempête. Besoin d'aide? Sa voix était basse, prudente, comme s'il mesurait chaque mot avant de le prononcer. Aurore leva les yeux et un instant, le monde autour sembla suspendu. Il y avait une intensité dans son regard qui lui fit sentir qu'elle était vue pour la première fois de sa vie. Non pas examinée ou jugée, mais réellement vue. « C'est plus difficile qu'il n'y paraît », répondit-elle, montrant le voile emmêlé. « Le fil doré est rebelle. Comme presque tout ce qui en vaut la peine, » dit-il en s'approchant. « Puis-je » Elle hésita un instant, puis lui tendit la broderie. Les mains d'Élie étaient fermes et précises, des doigts longs qui travaillaient le nœud avec patience. Aurore observa son visage de près, remarquant les petites lignes autour des yeux, la cicatrice presque imperceptible sur le menton, la façon dont il fronçait légèrement les sourcils en se concentrant. « Voilà », dit-il en lui rendant le voile. Leurs mains se touchèrent brièvement lors de l'échange, et Aurore sentit un frisson monter le long de ses bras. « Merci, je suis Aurore. »« Élie. » Il s'assit sur l'herbe à côté d'elle, ignorant le fait que son pantalon coûteux se salirait certainement. « Que brodez-vous » ? « Psaume 139, » répondit-elle, montrant les versets en lettres dorées. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Élie resta silencieux un instant, observant le travail délicat. « Vous croyez qu'il est impossible de fuir ?» La question la prit au dépourvu. J'y croyais. « Maintenant, je ne sais plus. Et vous ? Je passe ma vie entière à essayer de fuir. » admit-il, et il y avait une honnêteté crue dans cette confession qui fit qu'Aurore le regarda avec plus d'attention. Ils passèrent le reste de l'après-midi à converser. Il ne révéla pas qui il était, et elle ne parla pas de son expulsion du couvent.
Ils parlèrent de foi et de doute, de la beauté des monts du Vercors, de poésie et de musique. Aurore découvrit qu'il avait une belle voix quand il récitait les vers de Drummond par cœur. Et il fut enchanté quand elle chanta un hymne en latin, sa voix claire résonnant parmi les arbres. Lorsque la cloche de la retraite sonna, annonçant l'heure du dîner, ils se séparèrent à contre-cœur. Les jours suivants, leur rencontre devinrent naturelle. Élie apparaissait toujours à la même heure, et Aurore l'attendait sous l'ipé. Ils marchaient dans les jardins, parlaient de livres, partageaient des silences confortables. Elle remarqua qu'il évitait de parler de sa vie en dehors de la retraite, changeant de sujet quand elle posait des questions personnelles. Il y avait en lui une réserve qui éveillait sa curiosité. C'est le 5e jour qu'Aurore mentionna avec désinvolture qu'elle n'avait nulle part où aller une fois la retraite terminée. « Ma mère n'arrive même pas à prendre soin d'elle-même », dit-elle regardant les montagnes au loin. « Et je n'ai pas de formation pour travailler dans quoi que ce soit de spécifique. Peut-être que je trouverai un emploi à Lyon, qui sait. » Sa voix s'éteignit, portant une incertitude qui serra quelque chose dans la poitrine d'Élie. Il l'observa en silence, remarquant la façon dont elle entrelaçait ses doigts quand elle était nerveuse. Comment elle mordait sa lèvre inférieure quand elle était pensive. « Vous pourriez rester avec moi ?» dit-il soudain, et les mots sortirent avant qu'il ne puisse considérer toutes les implications. Aurore se tourna pour le regarder, surprise. « Comment ça ? J'ai une maison trop grande pour une seule personne. Vous pourriez y habiter, avoir votre propre espace. Je pourrais vous aider à recommencer, financer vos études, vous assurer d'avoir tout ce dont vous avez besoin. » Il fit une pause, choisissant les mots suivants avec soin. « En échange, je ne voudrais que votre compagnie. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui fit qu'Aurore sentit un frisson dans le ventre. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une intuition que cette proposition portait beaucoup plus que ce qui était dit. « Je ne vous connais pas vraiment, » dit-elle lentement. « Et je ne vous connais pas, » répondit-il. « Mais cela fait 5 jours que nous parlons, et à aucun moment je ne me suis senti ennuyé ou impatient. Depuis combien de temps cela ne vous est-il pas arrivé ?» La question la frappa de plein fouet. C'était vrai. Elle ne s'était pas sentie aussi vivante, aussi intéressée par quelqu'un depuis des années. Depuis qu'elle avait quitté la maison pour le couvent, sa vie avait été une succession de routines vides et de prières mécaniques. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Élie resta silencieux un long moment, observant ses propres mains. « Peut-être parce que je reconnais en vous le genre de solitude qui m'est familière. Et peut-être parce que... » Il hésita. « Parce que cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure personne. » La sincérité brute de cette confession désarma Aurore. Elle pouvait sentir qu'il y avait des couches d'histoire derrière ces mots, des secrets qu'il portait comme des pierres sur la poitrine. « Je ne saurais pas comment vous rendre une telle générosité, » murmura-t-elle. « Je ne demande rien en retour si ce n'est votre présence, » dit-il. Et puis, la regardant droit dans les yeux, il ajouta d'une voix encore plus basse, « Je serai tendre et j'irai doucement. » La phrase résonna dans l'air entre eux, chargée d'une promesse qu'Aurore ne savait pas exactement comment interpréter. Il y avait de la tendresse dans ces mots, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus intense. Une promesse qui lui fit se sentir désirée et protégée à la fois, mais aussi légèrement vulnérable. Elle le regarda, vraiment le regarda. Elle vit la façon dont ses épaules se tendaient quand il était nerveux, comment il avait l'habitude de passer la main dans ses cheveux quand il pensait. Elle vit la cicatrice sur le menton, dont elle soupçonnait maintenant qu'elle avait une histoire intéressante derrière. Elle vit les yeux gris qui semblaient garder des secrets et des douleurs anciennes, et elle décida de faire confiance. « D'accord », dit-elle simplement. Le sourire qui se répandit sur le visage d'Élie fut la plus belle chose qu'Aurore avait vue depuis longtemps. C'était un sourire qui semblait venir d'un endroit qu'il avait oublié qu'il existait. 3 jours plus tard, ils quittèrent la retraite ensemble. Élie conduisait une voiture discrète, une berline noire qui n'attirait pas l'attention, bien qu'Aurore ne sût pas qu'elle coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en des années. Pendant le voyage vers Écully, il lui parla un peu de sa maison, décrivant les jardins, la bibliothèque, les chambres avec vue sur les montagnes. « C'est très isolé, » prévint-il. « Certaines personnes trouvent ça oppressant. J'aime le silence. »« Aïe !» répondit Aurore, observant le paysage qui changeait à mesure qu'il s'approchait de la région métropolitaine. Lorsque le portail du manoir Moreau s'ouvrit, Aurore dut contrôler son expression de surprise.
La maison était magnifique, une architecture moderne qui s'intégrait harmonieusement au paysage naturel, des jardins impeccablement entretenus, une infinité de fenêtres qui reflétaient la lumière dorée du crépuscule. « C'est encore plus grand que ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. « Trop grand, » répéta-t-il, et il y avait de la mélancolie dans sa voix. Une femme d'âge mûr les reçut à l'entrée. Elle avait les cheveux foncés attachés en un chignon parfait, portait un tailleur qui semblait fait sur mesure et salua Aurore avec une éducation glaciale qui n'atteignait pas ses yeux. « Voici Clara, mon assistante personnelle, » présenta Ellie. « Clara, voici Aurore. Elle va rester avec nous un certain temps. »« Enchantée, » dit Clara, mais le ton suggérait exactement le contraire. Ses yeux parcoururent Aurore de haut en bas, cataloguant chaque détail, ses vêtements simples, sa petite valise, sa jeunesse qui contrastait avec l'âge d'Ellie. « Je vais faire visiter la maison à Aurore, » dit Ellie. « Pouvez-vous préparer la chambre bleue ?»« Bien sûr, » répondit Clara, mais Aurore ne manqua pas le flash de quelque chose ressemblant à de l'irritation qui traversa le visage de la femme. Ellie guida Aurore à travers les couloirs du manoir, lui montrant la bibliothèque avec ses étagères, allant du sol au plafond, la salle de musique avec un piano à queue qui semblait n'avoir pas été touché depuis des années, les jardins intérieurs avec des plantes tropicales qui créaient un microclimat propre. « Et voici votre chambre, » dit-il, ouvrant la porte d'une pièce spacieuse avec un lit double, un bureau près de la fenêtre et une salle de bain privée. Les murs étaient peints d'un bleu doux et il y avait des arrangements de fleurs fraîches sur la commode. « C'est magnifique, » dit Aurore, sincèrement impressionnée. « Mais c'est trop grand pour moi. »« Vous vous y habituerez, » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit qu'Aurore le regarda avec attention. « Je suis à l'autre bout de la maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. » Ils dînèrent sur la véranda, servis discrètement par des employés qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes silencieux. La nourriture était raffinée, préparée par un chef privé, mais Aurore parvenait à peine à prêter attention au goût. Elle était fascinée en observant Ellie dans son propre environnement. Ici, chez lui, il était différent de l'homme qu'elle avait connu à la retraite. Plus contrôlé, plus distant. Ses mouvements étaient précis, sa posture impeccable. Il mangeait lentement, mâchait chaque bouchée avec concentration, buvait du vin par petites gorgées calculées. C'était comme si chaque geste était pensé et mesuré. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, remarquant qu'elle avait cessé de manger. « J'essaie juste de m'habituer, » répondit-elle honnêtement. « C'est très différent de tout ce que je connais. » « Ça dit différent comment ?» Aurore hésita, essayant de trouver les mots justes. Au couvent, tout était simple, rustique. Ici, c'est comme si chaque objet avait été choisi dans un but précis. C'est beau, mais un peu intimidant. Ellie resta silencieux un instant, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Vous voulez partir ?» La question vint chargée d'une vulnérabilité qui contrastait avec l'environnement contrôlé autour d'eux. Aurore réalisa que, malgré toute cette opulence, il était sincèrement préoccupé par la possibilité qu'elle parte. « Non, » dit-elle, et elle fut sincère. « J'aurais juste besoin d'un peu de temps pour m'adapter. » Le sourire de soulagement qui passa sur son visage fut presque imperceptible, mais Aurore le remarqua. Après le dîner, il la raccompagna à sa chambre. Il s'arrêta à la porte, gardant une distance respectueuse. « Bonne nuit, Aurore, » dit-il, et la façon dont il prononça son nom fit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. « Bonne nuit. » Elle ferma la porte et s'y adossa, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. La chambre était luxueuse mais étrangement accueillante. Les fenêtres donnaient sur les jardins, où des lumières douces créaient des chemins entre les arbres. C'était beau et silencieux, mais Aurore ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment d'être observée. Ce n'était pas de la paranoïa. Pendant le dîner, elle avait remarqué comment Clara apparaissait fréquemment, avec des excuses pour interrompre la conversation, comment les employés semblaient rapporter chaque mouvement à l'assistante, comment même Ellie semblait plus tendue quand la femme était à proximité. Aurore se changea et se coucha dans le lit trop mou, mais le sommeil ne vint pas facilement. Son esprit tournait autour de la décision qu'elle avait prise. Connaissait-elle vraiment cet homme? Que voulait-il d'elle en échange de sa générosité? Et pourquoi la promesse d'être tendre et d'aller doucement? Résonnait-elle dans son esprit comme une mélodie addictive? De l'autre côté de la maison, Ellie était allongée dans son propre lit regardant le haut plafond de la chambre. Il ne se souvenait pas de la dernière fois
qu'il avait ressenti ce mélange d'attente et de nervosité. Aurore était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Il y avait en elle une pureté qui n'était pas de l'ingénuité, une foi qui coexistait avec des doutes intelligents, une délicatesse qui cachait une force qu'il commençait tout juste à entrevoir. Mais il y avait aussi le fantôme d'Isadora, qui hantait cette maison depuis près de 2 décennies. La chambre verrouillée au premier étage, qu'Aurore n'avait pas encore découverte. Les secrets qu'il portait comme des cicatrices invisibles. La façon dont Clara l'observait, connaissant chacun de ses démons. Élie ferma les yeux et tenta d'éloigner les pensées. Il s'était promis que cette fois-ci serait différente, qu'il serait tendre et irait doucement, qu'il ne répéterait pas les erreurs du passé. Mais au fond, une voix chuchotait que certains schémas étaient trop forts pour être brisés, et qu'Aurore Vidal était sur le point de découvrir que toute générosité n'est pas sans prix, et que toute tendresse n'est pas aussi pure qu'il y paraît. Les premiers jours au manoir Moreau furent comme apprendre à respirer à un rythme différent. Aurore se réveillait avec le chant des tyrans huppés dans les jardins, non plus avec la cloche matinale du couvent. Elle prenait son petit déjeuner à une table qui pouvait servir 12 personnes, seule, tandis qu'Élie était déjà partie pour ses engagements professionnels avant même que le soleil ne se lève complètement. C'était Clara qui organisait sa routine, avec la précision froide d'une horloge suisse. « Monsieur Moreau a pensé que vous aimeriez visiter la bibliothèque », disait-elle, conduisant Aurore à travers les couloirs silencieux. Ou encore, « Il y a des cours de français les mardis et jeudis si cela vous intéresse. » Chaque suggestion sonnait plus comme un ordre déguisé, et Aurore commença à percevoir que Clara contrôlait chaque aspect de cette maison d'une main de fer. La bibliothécaire était une femme d'une 50aine d'années, mince comme une branche sèche, qui traitait Aurore avec une cordialité suspecte. « Madame est très jeune », commenta-t-elle le 3e jour, tandis qu'Aurore feuilletait un volume de poésie de Cecilia Meirelles. « Monsieur Moreau a souvent des prédilections particulières. » « Des prédilections ?» La femme s'approcha, baissant la voix conspiratrice. « Il a déjà fait venir d'autres jeunes femmes ici. Toujours très jeunes, toujours très nécessiteuses. » Elle fit une pause significative. « Elle m'a dit, elle ne reste jamais très longtemps. » Aurore sentit un frisson dans le ventre, mais tenta de ne pas le montrer. « Et que leur arrive-t-il ?»« Ah, ils se lassent. » dit la bibliothécaire avec un haussement d'épaules cruel, où elle découvre que le paradis a ses pièges. Cette nuit-là, Aurore attendit le retour d'Élie du travail avec une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à définir. Il arriva tard. Il était déjà plus de 22 heures et il semblait épuisé. Les épaules courbées, les yeux fatigués, une tension dans la mâchoire qu'elle n'avait pas encore vue. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il, se servant un whisky dans la vitrine du salon. La question sonnait automatique, presque mécanique. « Élie, » dit-elle, s'approchant lentement. « Puis-je vous poser une question ?» Il leva les yeux vers elle, et Aurore vit quelque chose changer dans son expression. Une attention soudaine, presque alerte. « Ertustinde, bien sûr. Y a-t-il eu d'autres femmes ici avant moi ?» Le silence qui suivit fut trop long pour être fortuit. Élie prit une gorgée de whisky, faisant tourner le liquide ambré dans le verre avant de répondre. « Pourquoi demandez-vous ?»« Juste par curiosité. » Commentit-elle. Il l'étudia un instant et Aurore eut l'impression d'être radiographiée. « Oui, dit-il finalement. Ça, il y a eu d'autres personnes ici. » « Et que leur est-il arrivé ?»« La vicase est arrivée, » répondit-il, et il y avait une froideur dans sa voix qui fit qu'Aurore recula d'un pas. « Les gens partent, Aurore, c'est ce qu'ils font. » Il y avait quelque chose dans cette réponse qui sonnait plus comme un avertissement qu'une explication. Aurore sentit un frisson monter le long de sa colonne vertébrale, mais aussi une étrange détermination. S'il essayait de l'effrayer, cela ne fonctionnait pas. En fait, cela éveillait sa curiosité. « Et si je ne pars pas ?» La question sortit avant qu'elle ne puisse mieux réfléchir. Élie s'arrêta avec le verre à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux se fixant sur elle avec une intensité qui rendit l'air de la pièce plus dense. « Vous partirez, » dit-il doucement. « Toutes partent !» Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui contredisait les mots, une espérance désespérée, un désir d'avoir tort. Aurore s'approcha d'un pas. « Et si j'étais différente ?» Élie posa le verre sur la table avec un bruit sec. En 2 pas, il était devant elle, assez près pour qu'Aurore puisse sentir la chaleur émanant de son corps, le parfum discret de son eau de Cologne mélangé à quelque chose de plus sauvage.
De plus humain. Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites, murmura-t-il, et sa voix était rauque d'une manière qui fit quelque chose s'agiter dans le bas-ventre d'Aurore. Alors expliquez-moi, chuchota-t-elle en retour. Un instant, il sembla qu'il allait la toucher. Sa main se leva vers son visage, s'arrêta en l'air, trembla. Aurore pouvait voir la bataille qui se déroulait dans ses yeux gris, désir contre contrôle, besoin contre prudence. Puis il recula, passant la main dans ses cheveux dans un geste qu'Aurore commençait à reconnaître comme un signe de nervosité. « Il est tard, » dit-il, évitant de la regarder directement. « Vous devriez vous reposer. » C'était un renvoi clair, mais Aurore ne bougea pas. « Ellie ?»« Bonne nuit, Aurore. » Cette fois, le ton n'admettait aucune discussion. Aurore monta dans sa chambre, le cœur battant la chamade, un mélange de frustration et d'excitation parcourant ses veines. Il y avait de l'électricité entre eux, c'était indéniable, mais il y avait aussi des secrets, des couches d'histoire qu'il refusait de révéler. Les jours suivants, Ellie sembla tenir à maintenir ses distances. Il partait tôt, rentrait tard, et quand il était à la maison, il était poli mais réservé. Aurore commença à explorer le manoir par elle-même, découvrant des coins cachés, des jardins intérieurs, une serre abandonnée à l'arrière de la propriété où des roses sauvages poussaient sans soin. C'est au cours de l'une de ces explorations qu'elle trouva la chambre verrouillée. Elle était au premier étage, au bout d'un couloir rarement utilisé. La porte était en bois sombre, avec une ancienne serrure qui semblait n'avoir pas été ouverte depuis des années. Il n'y avait rien de spécial en elle, si ce n'est le fait qu'elle était verrouillée dans une maison où toutes les autres portes restaient ouvertes. Aurore tenta la poignée par impulsion, confirmant qu'elle était bien verrouillée. Il y avait quelque chose à propos de cette porte qui éveillait sa curiosité, peut-être le fait d'être isolée, ou la façon dont le couloir semblait plus silencieux là, comme si même l'air hésitait à circuler. « Vous ne devriez pas être ici. » La voix de Clara derrière elle la fit sursauter. Aurore se retourna, essayant de dissimuler la culpabilité sur son visage. « J'explorais juste, » dit-elle. « La maison est si grande, toutes les pièces ne sont pas pour les visiteurs. » Répondit Clara, s'approchant à pas mesurés. Il y avait quelque chose de prédateur dans sa façon de se mouvoir, comme un chat s'approchant d'une souris acculée. Surtout celle-ci. « Ah, qu'y a-t-il dans cette chambre ?»« Des souvenirs, » dit simplement Clara. « Des souvenirs que M. Moreau préfère garder enfermés. » Aurore sentit un frisson dans le ventre. « Des souvenirs de quoi ?» Clara l'étudia un long moment, comme si elle décidait de ce qu'il fallait révéler. « De quelqu'un qui était ici avant vous. Quelqu'un qui était aussi jeune, aussi belle, qui pensait aussi qu'elle serait différente. Que lui est-il arrivé ? Elle a découvert que certains hommes sont dangereux, précisément, parce qu'ils sont tendres. » A dit Clara, et il y avait quelque chose de cruel dans la façon dont elle prononça le dernier mot. Surtout quand ils vont doucement. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Aurore, comme une sonnette d'alarme. Tendre et aller doucement, exactement ce qu'Ellie lui avait promis. « Vous essayez de me faire peur, » dit Aurore, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sentait. « J'essaie de vous sauver, » répliqua Clara. « Mais j'ai l'impression que vous êtes du genre à préférer apprendre par la douleur. » Cette nuit-là, Aurore parvint à peine à dormir. Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, mêlés aux propres doutes qu'elle cultivait. Qui était cette femme de la chambre verrouillée? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi Ellie gardait-il cette chambre comme un sanctuaire? C'est après minuit qu'elle entendit des pas dans le couloir. Aurore se leva du lit, pieds nus, et ouvrit la porte de sa chambre juste une fente. Au bout du couloir, elle pouvait voir une silhouette masculine arrêtée devant la porte verrouillée. C'était Ellie, encore vêtue de ses vêtements de travail et mobile comme une statue. Il resta là pendant près d'une heure, observant simplement la porte fermée. Parfois, il levait la main, comme s'il allait toucher le bois, mais reculait toujours. À un moment donné, Aurore crut l'avoir entendu murmurer quelque chose, mais elle ne parvint pas à déchiffrer les mots. Quand il s'éloigna finalement, Aurore retourna dans son lit, le cœur battant la chamade. Il y avait quelque chose de dévastateur, de solitaire dans la scène qu'elle avait vue, une douleur si profonde que ses propres problèmes lui parurent insignifiants. Le lendemain matin, elle le trouva dans la cuisine, prenant son café en silence. Il semblait fatigué, avec des cernes plus prononcées et une tension dans les épaules qui n'était pas là avant. « Mal dormi ?» demanda-t-elle, se servant du café. Il leva les yeux vers elle,
et Aurore vit un éclair de vulnérabilité avant qu'il ne se reprenne. « Pourquoi demandez-vous ? Quand vous avez l'air fatigué. » Ellie resta silencieux un instant, étudiant son visage. « Je dors mal depuis près de 20 ans, dit-il finalement. Vous vous y habituerez. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui fit qu'Aurore soupçonna que ses problèmes de sommeil avaient une date de début spécifique, et que cette date était liée à la chambre verrouillée. « Ellie, dit-elle, s'asseyant à table à côté de lui. Pouvez-vous me parler d'elle? De qui? La femme qui a vécu ici avant. La propriétaire de la chambre verrouillée. Le visage d'Ellie se ferma comme une porte qui claque. Il se leva de table, laissant son café à moitié bu. Il n'y a rien à raconter, dit-il, mais sa voix était trop tendue pour être convaincante. Clara a dit qu'elle était jeune. Clara parle trop, coupa-t-il, se retournant pour la regarder. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux maintenant, une obscurité qui fit qu'Aurore déglutit. Et vous posez trop de questions. Ils se regardèrent un instant tendus, et Aurore sentit l'air entre eux s'électrifier. Ce n'était pas seulement de la colère qu'elle voyait sur son visage, c'était de la peur, de la vulnérabilité. Et sous tout cela, un désir si intense qu'elle se sentit étourdie. « Je veux juste vous comprendre, » dit-elle doucement. « Non, » répliqua-t-il, s'approchant d'elle à pas lents et mesurés. « Vous voulez me défier. Vous voulez me provoquer. Vous voulez voir jusqu'où vous pouvez me pousser avant que je... » Il s'arrêta brusquement comme s'il avait réalisé ce qu'il était sur le point de dire. « Avant que vous quoi ?» chuchota Aurore, se levant de sa chaise. Maintenant ils étaient de face à face, si proches qu'elle pouvait voir les nuances de gris dans ses yeux. « Avant que j'oublie ma promesse, » dit-il, et il y avait une lutte féroce sur son expression. « Quelle promesse ?»« D'être tendre, » murmura-t-il, levant la main pour toucher son visage. Cette fois, il ne recula pas. Ses doigts tracèrent une ligne douce de la tempe à la pommette, et Aurore sentit comme si chaque terminaison nerveuse de son corps s'était éveillée. Et d'aller doucement. Sa voix était rauque, presque brisée, et Aurore pouvait sentir la lutte interne qu'il menait. Il y avait en lui une obscurité qu'elle commençait tout juste à entrevoir, mais il y avait aussi une tendresse désespérée qui lui donnait envie de s'approcher encore plus. « Et si je ne veux pas que vous alliez doucement ?» chuchota-t-elle en retour. La question frappa Ellie comme un coup de poing dans l'estomac. Un instant, son masque de contrôle glissa complètement, et Aurore vit l'étendue de la faim qu'il portait. C'était dévastateur, consumeur, le genre de besoin qui pouvait dévorer une personne entière. Puis il recula brusquement, laissant sa main froide là où ses doigts avaient été. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » dit-il, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. « Alors apprenez-moi, » répliqua Aurore, faisant un pas vers lui. Mais Ellie s'éloignait déjà, se dirigeant vers la porte de la cuisine. « Je serai absent aujourd'hui, » dit-il sans se retourner. « Clara s'occupera de vous. » Et puis il partit, laissant Aurore seule, le cœur battant la chamade et le sentiment d'avoir touché quelque chose de dangereux et d'addictif. Le reste de la journée passa dans un flou d'inquiétude. Clara apparaissait constamment, toujours avec une tâche ou un engagement pour occuper Aurore, mais rien ne parvenait à détourner son esprit de la rencontre dans la cuisine. Elle pouvait encore sentir le toucher des doigts d'Ellie sur son visage. Elle pouvait voir la lutte qui se déroulait dans ses yeux. Il y avait des secrets dans cette maison. Cela devenait de plus en plus clair. Et Aurore commençait à soupçonner qu'elle-même était prise dans un schéma qui s'était répété auparavant. En fin d'après-midi, elle trouva une vieille clé tombée derrière un vase dans la bibliothèque. Elle était petite, ornementée, du genre qui pourrait ouvrir une vieille serrure. Son cœur accéléra quand elle réalisa que cela pourrait être la clé de la chambre verrouillée. Elle la mit dans sa poche, décidée à découvrir la vérité cette même nuit. Quand Ellie rentra chez lui, il était à nouveau plus de 22 heures. Aurore l'entendit arriver, les pas lourds dans l'escalier, le bruit de la porte de sa chambre se fermant. Elle attendit d'être sûre qu'il dormait, avant de s'aventurer dans le couloir sombre. Le couloir du premier étage était plongé dans l'ombre. Seule la lumière de la lune, entrant par les fenêtres, créant des motifs fantomatiques sur le sol. Aurore arriva jusqu'à la porte verrouillée, le cœur battant à tout rompre, la petite clé tremblant dans sa main. Elle l'inséra dans la serrure et à sa surprise et son soulagement, la clé tourna doucement. La porte s'ouvrit avec un doux gémissement, révélant une chambre qui semblait avoir été préservée dans le temps. Il y avait un parfum dans l'air,
lavande mélangée à quelque chose de plus doux, de plus intime. Aurore chercha l'interrupteur à l'aveuglette, et quand la lumière s'alluma, elle dut se tenir au montant de la porte. La chambre était impeccablement rangée, mais clairement habitée par une absence. Il y avait des vêtements pliés sur un fauteuil, des livres empilés sur la table de chevet, un miroir de poche laissé sur la coiffeuse, comme si la propriétaire allait revenir à tout moment. Mais c'était le mur entier couvert de photographies qui fit qu'Aurore haleta. C'étaient des centaines de photos d'une jeune femme brune, magnifique, avec des yeux sombres et un sourire qui semblait familier d'une manière troublante. La jeune femme apparaissait à différents âges, enfant, adolescente, jeune adulte. Beaucoup de photos semblaient avoir été prises à son insu, dans des moments décontractés, intimes. Aurore s'approcha des photos avec un sentiment croissant d'horreur et de reconnaissance. La jeune femme avait des traits qui rappelaient en les siens, le même genre de beauté délicate, la même fragilité trompeuse. Sur l'une des tables, elle trouva un journal intime ouvert. Les pages étaient jaunies par le temps, mais l'écriture était encore lisible. Aurore commença à lire, et chaque ligne faisait geler son sang un peu plus. Il dit qu'il m'aime, mais parfois j'ai peur de la façon dont il me regarde. Comme si j'étais une poupée qu'il veut garder pour toujours dans une boîte. Aujourd'hui, il m'a apporté des fleurs à nouveau. Toujours les mêmes, des lys blancs. Il dit qu'elles correspondent à ma pureté. Je ne sais plus si c'est un compliment ou une prison. J'ai essayé de sortir aujourd'hui, mais les portails étaient verrouillés. Il dit que c'est pour ma protection, mais je commence à me sentir comme un oiseau en cage dorée. Aurore tourna les pages avec des mains tremblantes, lisant des récits de plus en plus désespérés d'une jeune femme qui était tombée amoureuse d'Élie, mais qui réalisait progressivement que son amour était possessif, contrôlant, étouffant. La dernière entrée datait de décembre 2005. Je vais essayer de m'enfuir ce soir. Si quelque chose m'arrive, je veux que quelqu'un sache la vérité sur Élie Moreau. Il n'est pas l'homme tendre qu'il semble être. Il est... La phrase restait incomplète. Les pages suivantes étaient vierges. Aurore ferma le journal avec des mains tremblantes, essayant de digérer ce qu'elle venait de découvrir. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi Élie gardait-il cette chambre comme un sanctuaire? C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir. Aurore éteignit rapidement la lumière et se cacha derrière la porte, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait être entendu. Les pas s'arrêtèrent devant la porte ouverte, et elle entendit une respiration lourde, contrôlée. Aurore. La voix d'Élie était basse, dangereuse. Ce n'était pas une question. Il savait qu'elle était là. Aurore sortit de derrière la porte lentement, rencontrant ses yeux dans la pénombre. Il y avait quelque chose de dévastateur dans son expression. Pas exactement de la colère, mais une douleur si profonde qu'elle eut envie de pleurer. « Vous ne devriez pas être ici. » dit-il et sa voix était brisée. Qui était-elle? Chuchota Aurore. Élie resta silencieux un long moment, regardant autour de la chambre comme s'il voyait des fantômes. « Quelqu'un que j'ai aimé, » dit-il finalement. « Quelqu'un que j'ai détruit. » Et puis, pour la première fois depuis qu'Aurore l'avait connue, elle vit des larmes dans ses yeux gris. Elle s'appelait Isadora, continua-t-il, la voix se brisant. Et vous me rappelez tellement elle que parfois, ça fait mal de respirer. Le monde d'Aurore s'effondra avec ces mots. Isadora, le nom de sa sœur disparue, la jeune fille qui était partie de la maison quand Aurore avait 15 ans et n'était jamais revenue. Quel nom utilisait-elle? Chuchota Aurore, bien qu'elle sût déjà la réponse. Isadora Vidal, que répondit Élie, et Aurore sentit ses jambes flancher. Sa sœur. Élie avait été l'amant de sa sœur cadette. Et maintenant, elle était là, dans la chambre qui avait été la sienne, désirée par le même homme qui avait peut-être été responsable de sa disparition. La vérité frappa Aurore comme un éclair, la laissant sans souffle, sans sol, sans rien d'autre que le sentiment d'avoir marché directement au centre d'un cauchemar qui n'était pas encore terminé. Le silence qui suivit la révélation fut dense comme du plomb fondu. Aurore se sentait comme si le sol avait disparu sous ses pieds, la laissant suspendue dans un vide qui sentait la lavande et les secrets anciens. Isadora, sa petite sœur, qui avait disparu à 17 ans, ne laissant qu'un mot disant qu'elle devait trouver son propre chemin. La même Isadora qu'elle découvrait maintenant, avoir été l'amante de l'homme qui l'avait accueillie, qui la désirait, qui avait promis d'être tendre et d'aller doucement. « Vous saviez, » chuchota Aurore, et ce n'était pas une question.
C'était une constatation qui sortait de ses entrailles comme un gémissement de douleur. Dès le premier jour à la retraite, vous saviez qui j'étais. Ellie ferma les yeux, comme si ces mots étaient des lames coupant sa peau. Quand il les rouvrit, il y avait en eux une désolation qu'Aurore n'avait jamais vue auparavant. « Oui, » admit-il, la voix rauque. « Je savais !» Aurore sentit la nausée monter à sa gorge. « C'est pour ça que vous m'avez amené ici. Ce n'était pas de la générosité, ce n'était rien de ce que vous avez dit. Je ne suis qu'un substitut. » Non, le mot sortit avec une telle force qu'Aurore recula d'un pas. Ellie avança désespérée de s'expliquer. « Au début, peut-être oui. Quand je vous ai vu à la retraite, c'était comme voir un fantôme. Vous avez les mêmes yeux qu'elle, la même façon de froncer les sourcils quand vous pensez. Mais Aurore, il tendit la main vers elle, mais ne la toucha pas. Vous n'êtes pas elle. Vous pouvez partager le même sang, mais vous êtes complètement différente. » Différente comment? Aurore cracha les mots comme du venin. Différente parce que je suis encore en vie? Le coup frappa Ellie de plein fouet. Il pâlit, reculant comme s'il avait été giflé. « Elle n'est pas morte, » dit-il doucement. Aurore sentit le monde tourner. « Qu'avez-vous dit ?»« Isadora n'est pas morte, » répéta Ellie, passant la main dans ses cheveux dans un geste désespéré. « Du moins, pas à ma connaissance. Alors où est-elle » Aurore avança vers lui, les poings serrés. « Où est ma sœur ?» Ellie regarda autour de la chambre, comme si les murs gardèrent les réponses qu'il ne pouvait pas donner. « Elle est partie, en décembre 2005. Elle a simplement disparu. »« Les gens ne disparaissent pas simplement, » dit Aurore, sa voix montant d'un ton. « Surtout pas des manoirs avec des portails verrouillés et des gardes de sécurité. »« Vous avez lu le journal ?» constata Ellie, remarquant le livre encore ouvert sur la table. « J'ai lu assez, » répliqua Aurore. « J'ai lu sur les portails verrouillés, sur la façon dont elle se sentait prisonnière, sur la façon dont vous la contrôliez. Je la protégeais, » dit Ellie, mais la phrase sonna creux même pour lui. « De quoi? »« De qui ?» Ellie resta silencieux un long moment, luttant avec lui-même. Quand il parla finalement, sa voix était brisée. « De moi-même. » Aurore le regarda, essayant de déchiffrer ce qu'il y avait derrière ces mots. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que je l'ai aimée d'une manière qui n'était pas saine. » Admit Ellie, et il y avait une douleur crue dans sa confession. « Cela signifie que lorsque quelqu'un devient le centre de votre univers, vous faites des choses que vous ne devriez pas faire. Vous justifiez des comportements qui ne peuvent pas être justifiés. » À quel genre de comportement? Ellie se déplaça jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins sombres à l'extérieur. Je la suivais. Pas physiquement, mais j'avais besoin de savoir où elle était, à qui elle parlait, ce qu'elle faisait à chaque instant. J'ai installé des caméras, engagé des gens pour la surveiller quand elle sortait. Je me suis convaincu que c'était de la protection, mais c'était de l'obsession. Aurore sentit un frisson parcourir ses veines. Et elle a découvert. Elle a toujours été plus intelligente que je ne l'imaginais, dit Ellie avec un sourire amer. Elle a trouvé les caméras, a confronté les gardes de sécurité, a découvert le système de suivi que j'avais installé sur son téléphone. Moi, c'est à ce moment-là qu'elle a essayé de s'enfuir. C'est à ce moment-là qu'elle a essayé de partir, corrigea Ellie, mais je ne l'ai pas laissé faire. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une confession de culpabilité. Aurore sentit son estomac se nouer. Elle est entrée dans sa vie comme un murmure et est devenue tempête. Il avait promis d'y aller doucement. Mais certains hommes ne sont pas nés pour promettre quoi que ce soit. Ce qui ressemblait à de la tendresse est devenu du contrôle. Si tu aimes les histoires d'amour et de romance, regarde jusqu'au bout, abonne-toi à cette chaîne et laisse un commentaire en disant d'où tu nous écoutes. Le vent froid des monts du Vercors coupait la peau comme une promesse non tenue, et Aurore Vidal serra son châle plus près de son corps, tandis qu'elle marchait dans les jardins de la retraite spirituelle, Saint-François d'Assise. C'était le 3e jour depuis son arrivée, ne portant qu'une petite valise, et le poids d'une vie qui semblait s'être effondrée entre ses doigts comme du sable fin. À 21 ans, elle connaissait déjà le sentiment d'être à la dérive plus souvent qu'aucune jeune femme ne le devrait. Le couvent Notre-Dame de l'Espérance, où elle avait passé les 3 dernières années de sa vie, l'avait expulsée la semaine précédente. Trouble de l'harmonie, avaient dit les sœurs supérieures, comme si ces questions sur la foi, le corps et le libre arbitre étaient des péchés mortels. Aurore questionnait trop, doutait à voix haute,
et cela dérangeait l'ordre silencieux de cet endroit où les femmes se cachaient du monde derrière des voiles blancs et des prières répétées, comme des mantras. Maintenant, à la retraite, elle tentait de trouver un sens à ses prochains pas. Elle n'avait pas de famille où retourner. Sa mère était perdue dans des neuvaines interminables depuis le départ de son père, et sa sœur cadette, Isadora, avait disparu quand Aurore n'avait que 15 ans. Il lui restait la foi, mais même celle-ci semblait vaciller comme une bougie au vent. C'est en brodant un voile avec des versets bibliques, assise à l'ombre d'un ipé jaune, qu'elle le vit pour la première fois. Élie Moreau marchait dans les jardins de la retraite avec la posture d'un homme qui portait le monde sur ses épaules, mais sans laisser personne percevoir le poids. Grand, les cheveux grisonnants aux tempes, vêtu avec une simplicité étudiée, pantalon de lin beige et chemise blanche sans ornement. À 46 ans, il avait l'apparence de quelqu'un qui avait domestiqué chaque centimètre de sa propre existence, mais ses yeux gris révélaient une inquiétude qui contrastait avec la sérénité forcée de ses mouvements. Aurore ne savait pas qui il était. Elle n'avait aucune idée que cet homme contrôlait un empire pharmaceutique évalué à des milliards, que son manoir à Écully faisait l'objet de magazines d'architecture ou que son nom apparaissait régulièrement dans les listes des entrepreneurs les plus influents du pays. Pour elle, il n'était qu'un homme qui semblait porter le même genre de solitude qu'elle connaissait si bien. Leurs regards se croisèrent par hasard quand elle leva la tête de sa broderie. Le fil doré s'était emmêlé dans ses doigts, et elle faisait une grimace de concentration en essayant de défaire le nœud. Élie s'arrêta de marcher, l'observant avec une curiosité qui le surprit. Il y avait longtemps que rien n'avait attiré son attention de cette manière. Il y avait quelque chose dans la délicatesse de cette jeune femme qui n'était pas de la fragilité, mais une force contenue, comme le silence avant la tempête. Besoin d'aide? Sa voix était basse, prudente, comme s'il mesurait chaque mot avant de le prononcer. Aurore leva les yeux et un instant, le monde autour sembla suspendu. Il y avait une intensité dans son regard qui lui fit sentir qu'elle était vue pour la première fois de sa vie. Non pas examinée ou jugée, mais réellement vue. « C'est plus difficile qu'il n'y paraît », répondit-elle, montrant le voile emmêlé. « Le fil doré est rebelle. Comme presque tout ce qui en vaut la peine, » dit-il en s'approchant. « Puis-je » Elle hésita un instant, puis lui tendit la broderie. Les mains d'Élie étaient fermes et précises, des doigts longs qui travaillaient le nœud avec patience. Aurore observa son visage de près, remarquant les petites lignes autour des yeux, la cicatrice presque imperceptible sur le menton, la façon dont il fronçait légèrement les sourcils en se concentrant. « Voilà », dit-il en lui rendant le voile. Leurs mains se touchèrent brièvement lors de l'échange, et Aurore sentit un frisson monter le long de ses bras. « Merci, je suis Aurore. »« Quand t'as Élie. » Il s'assit sur l'herbe à côté d'elle, ignorant le fait que son pantalon coûteux se salirait certainement. « Que brodez-vous » Psaume 139, répondit-elle, montrant les versets en lettres dorées. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Élie resta silencieux un instant, observant le travail délicat. « Vous croyez qu'il est impossible de fuir ?» La question la prit au dépourvu. J'y croyais. « Maintenant, je ne sais plus. Et vous ? Je passe ma vie entière à essayer de fuir. » admit-il, et il y avait une honnêteté crue dans cette confession qui fit qu'Aurore le regarda avec plus d'attention. Ils passèrent le reste de l'après-midi à converser. Il ne révéla pas qui il était, et elle ne parla pas de son expulsion du couvent. Ils parlèrent de foi et de doute, de la beauté des monts du Vercors, de poésie et de musique. Aurore découvrit qu'il avait une belle voix quand il récitait des vers de Drummond par cœur, et il fut enchanté quand elle chanta un hymne en latin, sa voix claire résonnant parmi les arbres. Lorsque la cloche de la retraite sonna, annonçant l'heure du dîner, ils se séparèrent à contre-cœur. Les jours suivants, leurs rencontres devinrent naturelles. Élie apparaissait toujours à la même heure, et Aurore l'attendait sous l'ipé. Ils marchaient dans les jardins, parlaient de livres, partageaient des silences confortables. Elle remarqua qu'il évitait de parler de sa vie en dehors de la retraite, changeant de sujet quand elle posait des questions personnelles. Il y avait en lui une réserve qui éveillait sa curiosité. C'est le 5e jour qu'Aurore mentionna avec désinvolture qu'elle n'avait nulle part où aller une fois la retraite terminée. « Ma mère n'arrive même pas à prendre soin d'elle-même, » dit-elle, regardant les montagnes au loin. « Et je n'ai pas de formation pour travailler dans quoi que ce soit de spécifique. Peut-être que je trouverai un emploi à Lyon, qui sait. » Sa voix s'éteignit,
portant une incertitude qui serra quelque chose dans la poitrine d'Élie. Il l'observa en silence, remarquant la façon dont elle entrelaçait ses doigts quand elle était nerveuse. Comment elle mordait sa lèvre inférieure quand elle était pensive. « Vous pourriez rester avec moi ?» dit-il soudain, et les mots sortirent avant qu'il ne puisse considérer toutes les implications. Aurore se tourna pour le regarder, surprise. « Comment ça ? J'ai une maison trop grande pour une seule personne. Vous pourriez y habiter, avoir votre propre espace. Je pourrais vous aider à recommencer, financer vos études, vous assurer d'avoir tout ce dont vous avez besoin. » Il fit une pause, choisissant les mots suivants avec soin. « En échange, je ne voudrais que votre compagnie. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui fit qu'Aurore sentit un frisson dans le ventre. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une intuition que cette proposition portait beaucoup plus que ce qui était dit. « Je ne vous connais pas vraiment, » dit-elle lentement. « Et je ne vous connais pas, » répondit-il. « Mais cela fait 5 jours que nous parlons, et à aucun moment je ne me suis senti ennuyé ou impatient. Depuis combien de temps cela ne vous est-il pas arrivé ?» La question la frappa de plein fouet. C'était vrai. Elle ne s'était pas sentie aussi vivante, aussi intéressée par quelqu'un depuis des années. Depuis qu'elle avait quitté la maison pour le couvent, sa vie avait été une succession de routines vides et de prières mécaniques. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Élie resta silencieux un long moment, observant ses propres mains. « Peut-être parce que je reconnais en vous le genre de solitude qui m'est familière. Et peut-être parce que... » Il hésita. « Parce que cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure personne. » La sincérité brute de cette confession désarma Aurore. Elle pouvait sentir qu'il y avait des couches d'histoire derrière ces mots, des secrets qu'il portait comme des pierres sur la poitrine. « Je ne saurais pas comment vous rendre une telle générosité, » murmura-t-elle. « Je ne demande rien en retour si ce n'est votre présence, » dit-il. Et puis, la regardant droit dans les yeux, il ajouta d'une voix encore plus basse, « Je serai tendre et j'irai doucement. » La phrase résonna dans l'air entre eux, chargée d'une promesse qu'Aurore ne savait pas exactement comment interpréter. Il y avait de la tendresse dans ces mots, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus intense. Une promesse qui lui fit se sentir désirée et protégée à la fois, mais aussi légèrement vulnérable. Elle le regarda, vraiment le regarda. Elle vit la façon dont ses épaules se tendaient quand il était nerveux, comment il avait l'habitude de passer la main dans ses cheveux quand il pensait. Elle vit la cicatrice sur le menton, dont elle soupçonnait maintenant qu'elle avait une histoire intéressante derrière. Elle vit les yeux gris qui semblaient garder des secrets et des douleurs anciennes, et elle décida de faire confiance. « D'accord, » dit-elle simplement. Le sourire qui se répandit sur le visage d'Élie fut la plus belle chose qu'Aurore avait vue depuis longtemps. C'était un sourire qui semblait venir d'un endroit qu'il avait oublié qu'il existait. 3 jours plus tard, ils quittèrent la retraite ensemble. Élie conduisait une voiture discrète, une berline noire qui n'attirait pas l'attention, bien qu'Aurore ne sût pas qu'elle coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en des années. Pendant le voyage vers Écully, il lui parla un peu de sa maison, décrivant les jardins, la bibliothèque, les chambres avec vue sur les montagnes. « C'est très isolé, » prévint-il. « Certaines personnes trouvent ça oppressant. J'aime le silence. »« Aïe !» répondit Aurore, observant le paysage qui changeait à mesure qu'il s'approchait de la région métropolitaine. Lorsque le portail du manoir Moreau s'ouvrit, Aurore dut contrôler son expression de surprise. La maison était magnifique, une architecture moderne qui s'intégrait harmonieusement au paysage naturel, des jardins impeccablement entretenus, une infinité de fenêtres qui reflétaient la lumière dorée du crépuscule. « C'est encore plus grand que ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. « Trop grand, » répéta-t-il, et il y avait de la mélancolie dans sa voix. Une femme d'âge mûr les reçut à l'entrée. Elle avait les cheveux foncés attachés en un chignon parfait, portait un tailleur qui semblait fait sur mesure et salua Aurore avec une éducation glaciale qui n'atteignait pas ses yeux. « Voici Clara, mon assistante personnelle, » présenta Élie. « Clara, voici Aurore. Elle va rester avec nous un certain temps. »« Enchantée, » dit Clara, mais le ton suggérait exactement le contraire. Ses yeux parcoururent Aurore de haut en bas, cataloguant chaque détail, ses vêtements simples, sa petite valise, sa jeunesse qui contrastait avec l'âge d'Élie. « Je vais faire visiter la maison à Aurore, » dit Élie. « Pouvez-vous préparer la chambre bleue ?»« Bien sûr, » répondit Clara,
Mais Aurore ne manqua pas le flash de quelque chose ressemblant à de l'irritation qui traversa le visage de la femme. Ellie guida Aurore à travers les couloirs du manoir, lui montrant la bibliothèque avec ses étagères, allant du sol au plafond, la salle de musique avec un piano à queue qui semblait n'avoir pas été touché depuis des années, les jardins intérieurs avec des plantes tropicales qui créaient un microclimat propre. « Et voici votre chambre », dit-il, ouvrant la porte d'une pièce spacieuse avec un lit double, un bureau près de la fenêtre et une salle de bain privée. Les murs étaient peints d'un bleu doux et il y avait des arrangements de fleurs fraîches sur la commode. « C'est magnifique », dit Aurore, sincèrement impressionnée. « Mais c'est trop grand pour moi. »« Vous vous y habituerez, » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit qu'Aurore le regarda avec attention. « Je suis à l'autre bout de la maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. » Ils dînèrent sur la véranda, servis discrètement par des employés qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes silencieux. La nourriture était raffinée, préparée par un chef privé, mais Aurore parvenait à peine à prêter attention au goût. Elle était fascinée en observant Ellie dans son propre environnement. Ici, chez lui, il était différent de l'homme qu'elle avait connu à la retraite. Plus contrôlé, plus distant. Ses mouvements étaient précis, sa posture impeccable. Il mangeait lentement, mâchait chaque bouchée avec concentration, buvait du vin par petites gorgées calculées. C'était comme si chaque geste était pensé et mesuré. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, remarquant qu'elle avait cessé de manger. « J'essaie juste de m'habituer, » répondit-elle honnêtement. « C'est très différent de tout ce que je connais. » « Ça dit différent comment ?» Aurore hésita, essayant de trouver les mots justes. Au couvent, tout était simple, rustique. Ici, c'est comme si chaque objet avait été choisi dans un but précis. C'est beau, mais un peu intimidant. Ellie resta silencieux un instant, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Vous voulez partir ?» La question vint chargée d'une vulnérabilité qui contrastait avec l'environnement contrôlé autour d'eux. Aurore réalisa que, malgré toute cette opulence, il était sincèrement préoccupé par la possibilité qu'elle parte. « Non, » dit-elle, et elle fut sincère. « J'aurais juste besoin d'un peu de temps pour m'adapter. » Le sourire de soulagement qui passa sur son visage fut presque imperceptible, mais Aurore le remarqua. Après le dîner, il la raccompagna à sa chambre. Il s'arrêta à la porte, gardant une distance respectueuse. « Bonne nuit, Aurore, » dit-il, et la façon dont il prononça son nom fit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. « Bonne nuit. » Elle ferma la porte et s'y adossa, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. La chambre était luxueuse mais étrangement accueillante. Les fenêtres donnaient sur les jardins, où des lumières douces créaient des chemins entre les arbres. C'était beau et silencieux, mais Aurore ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment d'être observée. Ce n'était pas de la paranoïa. Pendant le dîner, elle avait remarqué comment Clara apparaissait fréquemment, avec des excuses pour interrompre la conversation. Comment les employés semblaient rapporter chaque mouvement à l'assistante, comment même Ellie semblait plus tendue quand la femme était à proximité. Aurore se changea et se coucha dans le lit trop mou, mais le sommeil ne vint pas facilement. Son esprit tournait autour de la décision qu'elle avait prise. Connaissait-elle vraiment cet homme? Que voulait-il d'elle en échange de sa générosité? Et pourquoi la promesse d'être tendre et d'aller doucement? Résonnait-elle dans son esprit comme une mélodie addictive? De l'autre côté de la maison, Ellie était allongée dans son propre lit regardant le haut plafond de la chambre. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti ce mélange d'attente et de nervosité. Aurore était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Il y avait en elle une pureté qui n'était pas de l'ingénuité, une foi qui coexistait avec des doutes intelligents, une délicatesse qui cachait une force qu'il commençait tout juste à entrevoir. Mais il y avait aussi le fantôme d'Isadora, qui hantait cette maison depuis près de 2 décennies. La chambre verrouillée au premier étage, qu'Aurore n'avait pas encore découverte. Les secrets qu'il portait comme des cicatrices invisibles. La façon dont Clara l'observait, connaissant chacun de ses démons. Ellie ferma les yeux et tenta d'éloigner les pensées. Il s'était promis que cette fois-ci serait différente, qu'il serait tendre et irait doucement, qu'il ne répéterait pas les erreurs du passé. Mais au fond, une voix chuchotait que certains schémas étaient trop forts pour être brisés, et qu'Aurore Vidal était sur le point de découvrir que toute générosité n'est pas sans prix, et que toute tendresse n'est pas aussi pure qu'il y paraît. Les premiers jours au manoir Moreau furent comme apprendre à respirer à un rythme différent. Aurore se réveillait avec le chant des tyrans huppés dans les jardins,
non plus avec la cloche matinale du couvent. Elle prenait son petit déjeuner à une table qui pouvait servir 12 personnes, seule, tandis qu'Ellie était déjà partie pour ses engagements professionnels avant même que le soleil ne se lève complètement. C'était Clara qui organisait sa routine, avec la précision froide d'une horloge suisse. « Monsieur Moreau a pensé que vous aimeriez visiter la bibliothèque », disait-elle, conduisant Aurore à travers les couloirs silencieux. Ou encore, « Il y a des cours de français les mardis et jeudis si cela vous intéresse. » Chaque suggestion sonnait plus comme un ordre déguisé, et Aurore commença à percevoir que Clara contrôlait chaque aspect de cette maison d'une main de fer. La bibliothécaire était une femme d'une 50aine d'années, mince comme une branche sèche, qui traitait Aurore avec une cordialité suspecte. « Madame est très jeune », commenta-t-elle le 3e jour, tandis qu'Aurore feuilletait un volume de poésie de Cecilia Meirelles. « Monsieur Moreau a souvent des prédilections particulières. » « Des prédilections ?» La femme s'approcha, baissant la voix conspiratrice. « Il a déjà fait venir d'autres jeunes femmes ici. Toujours très jeunes, toujours très nécessiteuses. » Elle fit une pause significative. « Elle ne reste jamais très longtemps. » Aurore sentit un frisson dans le ventre, mais tenta de ne pas le montrer. « Et que leur arrive-t-il ?»« Ah, ils se lassent. » dit la bibliothécaire avec un haussement d'épaules cruel, où elle découvre que le paradis a ses pièges. Cette nuit-là, Aurore attendit le retour d'Ellie du travail avec une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à définir. Il arriva tard. Il était déjà plus de 22 heures et il semblait épuisé. Les épaules courbées, les yeux fatigués, une tension dans la mâchoire qu'elle n'avait pas encore vue. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il, se servant un whisky dans la vitrine du salon. La question sonnait automatique, presque mécanique. « Ellie, » dit-elle, s'approchant lentement. « Puis-je vous poser une question ?» Il leva les yeux vers elle, et Aurore vit quelque chose changer dans son expression. Une attention soudaine, presque alerte. « Ertustinde, bien sûr. Y a-t-il eu d'autres femmes ici avant moi ?» Le silence qui suivit fut trop long pour être fortuit. Ellie prit une gorgée de whisky, faisant tourner le liquide ambré dans le verre avant de répondre. « Pourquoi demandez-vous ?»« Juste par curiosité. » Commentit-elle. Il l'étudia un instant et Aurore eut l'impression d'être radiographiée. « Oui, dit-il finalement. Ça, il y a eu d'autres personnes ici. » « Et que leur est-il arrivé ?»« La vicase est arrivée, » répondit-il, et il y avait une froideur dans sa voix qui fit qu'Aurore recula d'un pas. « Les gens partent, Aurore, c'est ce qu'ils font. » Il y avait quelque chose dans cette réponse qui sonnait plus comme un avertissement qu'une explication. Aurore sentit un frisson monter le long de sa colonne vertébrale, mais aussi une étrange détermination. S'il essayait de l'effrayer, cela ne fonctionnait pas. En fait, cela éveillait sa curiosité. Et si je ne pars pas? La question sortit avant qu'elle ne puisse mieux réfléchir. Ellie s'arrêta avec le verre à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux se fixant sur elle avec une intensité qui rendit l'air de la pièce plus dense. « Vous partirez, » dit-il doucement. « Toutes partent !» Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui contredisait les mots, une espérance désespérée, un désir d'avoir tort. Aurore s'approcha d'un pas. « Et si j'étais différente ?» Ellie posa le verre sur la table avec un bruit sec. En 2 pas, il était devant elle, assez près pour qu'Aurore puisse sentir la chaleur émanant de son corps, le parfum discret de son eau de Cologne mélangé à quelque chose de plus sauvage, de plus humain. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites, » murmura-t-il, et sa voix était rauque d'une manière qui fit quelque chose s'agiter dans le bas-ventre d'Aurore. « Alors expliquez-moi, » chuchota-t-elle en retour. Un instant, il sembla qu'il allait la toucher. Sa main se leva vers son visage, s'arrêta en l'air, trembla. Aurore pouvait voir la bataille qui se déroulait dans ses yeux gris, désir contre contrôle, besoin contre prudence. Puis il recula, passant la main dans ses cheveux dans un geste qu'Aurore commençait à reconnaître comme un signe de nervosité. « Il est tard, » dit-il, évitant de la regarder directement. « Vous devriez vous reposer. » C'était un renvoi clair, mais Aurore ne bougea pas. « Ellie ?»« Bonne nuit, Aurore. » Cette fois, le ton n'admettait aucune discussion. Aurore monta dans sa chambre, le cœur battant la chamade, un mélange de frustration et d'excitation parcourant ses veines. Il y avait de l'électricité entre eux, c'était indéniable, mais il y avait aussi des secrets, des couches d'histoire qu'il refusait de révéler. Les jours suivants, Ellie sembla tenir à maintenir ses distances.
Il partait tôt, rentrait tard, et quand il était à la maison, il était poli mais réservé. Aurore commença à explorer le manoir par elle-même, découvrant des coins cachés, des jardins intérieurs, une serre abandonnée à l'arrière de la propriété où des roses sauvages poussaient sans soin. C'est au cours de l'une de ces explorations qu'elle trouva la chambre verrouillée. Elle était au premier étage, au bout d'un couloir rarement utilisé. La porte était en bois sombre, avec une ancienne serrure qui semblait n'avoir pas été ouverte depuis des années. Il n'y avait rien de spécial en elle, si ce n'est le fait qu'elle était verrouillée dans une maison où toutes les autres portes restaient ouvertes. Aurore tenta la poignée par impulsion, confirmant qu'elle était bien verrouillée. Il y avait quelque chose à propos de cette porte qui éveillait sa curiosité, peut-être le fait d'être isolée, ou la façon dont le couloir semblait plus silencieux là, comme si même l'air hésitait à circuler. « Vous ne devriez pas être ici. » La voix de Clara derrière elle la fit sursauter. Aurore se retourna, essayant de dissimuler la culpabilité sur son visage. « J'explorais juste, » dit-elle. « La maison est si grande, toutes les pièces ne sont pas pour les visiteurs. » Répondit Clara, s'approchant à pas mesurés. Il y avait quelque chose de prédateur dans sa façon de se mouvoir, comme un chat s'approchant d'une souris acculée. Surtout celle-ci. « Ah, qu'y a-t-il dans cette chambre ?»« Des souvenirs, » dit simplement Clara. « Des souvenirs que M. Moreau préfère garder enfermés. » Aurore sentit un frisson dans le ventre. « Des souvenirs de quoi ?» Clara l'étudia un long moment, comme si elle décidait de ce qu'il fallait révéler. « De quelqu'un qui était ici avant vous. Quelqu'un qui était aussi jeune, aussi belle, qui pensait aussi qu'elle serait différente. Que lui est-il arrivé ? Elle a découvert que certains hommes sont dangereux précisément parce qu'ils sont tendres, » a dit Clara, et il y avait quelque chose de cruel dans la façon dont elle prononça le dernier mot. Surtout quand ils vont doucement. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Aurore, comme une sonnette d'alarme. Tendre et aller doucement, exactement ce qu'Élie lui avait promis. « Vous essayez de me faire peur, » dit Aurore, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sentait. « J'essaie de vous sauver, » répliqua Clara. « Mais j'ai l'impression que vous êtes du genre à préférer apprendre par la douleur. » Cette nuit-là, Aurore parvint à peine à dormir. Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, mêlés aux propres doutes qu'elle cultivait. Qui était cette femme de la chambre verrouillée? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi Élie gardait-il cette chambre comme un sanctuaire? C'est après minuit qu'elle entendit des pas dans le couloir. Aurore se leva du lit, pieds nus, et ouvrit la porte de sa chambre juste une fente. Au bout du couloir, elle pouvait voir une silhouette masculine arrêtée devant la porte verrouillée. C'était Élie, encore vêtu de ses vêtements de travail et mobile comme une statue. Il resta là pendant près d'une heure, observant simplement la porte fermée. Parfois, il levait la main, comme s'il allait toucher le bois, mais reculait toujours. À un moment donné, Aurore crut l'avoir entendu murmurer quelque chose, mais elle ne parvint pas à déchiffrer les mots. Quand il s'éloigna finalement, Aurore retourna dans son lit, le cœur battant la chamade. Il y avait quelque chose de dévastateur, de solitaire dans la scène qu'elle avait vue, une douleur si profonde que ses propres problèmes lui parurent insignifiants. Le lendemain matin, elle le trouva dans la cuisine, prenant son café en silence. Il semblait fatigué, avec des cernes plus prononcées et une tension dans les épaules qui n'était pas là avant. « Mal dormi ?» demanda-t-elle, se servant du café. Il leva les yeux vers elle, et Aurore vit un éclair de vulnérabilité avant qu'il ne se reprenne. « Pourquoi demandez-vous ? Quand vous avez l'air fatigué. » Élie resta silencieux un instant, étudiant son visage. « Je dors mal depuis près de 20 ans, » dit-il finalement. « Vous vous y habituerez. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui fit qu'Aurore soupçonna que ses problèmes de sommeil avaient une date de début spécifique, et que cette date était liée à la chambre verrouillée. « Élie, » dit-elle, s'asseyant à table à côté de lui. « Pouvez-vous me parler d'elle ?»« De qui ?»« La femme qui a vécu ici avant. La propriétaire de la chambre verrouillée. » Le visage d'Élie se ferma comme une porte qui claque. Il se leva de table, laissant son café à moitié bu. « Il n'y a rien à raconter, » dit-il, mais sa voix était trop tendue pour être convaincante. Clara a dit qu'elle était jeune. « Clara parle trop, » coupa-t-il, se retournant pour la regarder. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux maintenant, une obscurité qui fit qu'Aurore déglutit. « Et vous posez trop de questions. » Ils se regardèrent un instant tendus,
et Aurore sentit l'air entre eux s'électrifier. Ce n'était pas seulement de la colère qu'elle voyait sur son visage, c'était de la peur, de la vulnérabilité. Et sous tout cela, un désir si intense qu'elle se sentit étourdie. « Je veux juste vous comprendre, » dit-elle doucement. « Non, » répliqua-t-il, s'approchant d'elle à pas lents et mesurés. « Vous voulez me défier, vous voulez me provoquer, vous voulez voir jusqu'où vous pouvez me pousser avant que je... » Il s'arrêta brusquement comme s'il avait réalisé ce qu'il était sur le point de dire. « Avant que vous quoi ?» chuchota Aurore, se levant de sa chaise. Maintenant ils étaient de face à face, si proches qu'elle pouvait voir les nuances de gris dans ses yeux. « Avant que j'oublie ma promesse, » dit-il, et il y avait une lutte féroce sur son expression. « Quelle promesse ?»« D'être tendre, » murmura-t-il, levant la main pour toucher son visage. Cette fois, il ne recula pas. Ses doigts tracèrent une ligne douce de la tempe à la pommette, et Aurore sentit comme si chaque terminaison nerveuse de son corps s'était éveillée. Et d'aller doucement. Sa voix était rauque, presque brisée, et Aurore pouvait sentir la lutte interne qu'il menait. Il y avait en lui une obscurité qu'elle commençait tout juste à entrevoir, mais il y avait aussi une tendresse désespérée qui lui donnait envie de s'approcher encore plus. « Et si je ne veux pas que vous alliez doucement ?» chuchota-t-elle en retour. La question frappa Ellie comme un coup de poing dans l'estomac. Un instant, son masque de contrôle glissa complètement, et Aurore vit l'étendue de la faim qu'il portait. C'était dévastateur, consumeur, le genre de besoin qui pouvait dévorer une personne entière. Puis il recula brusquement, laissant sa main froide là où ses doigts avaient été. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » dit-il, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. « Alors apprenez-moi, » répliqua Aurore, faisant un pas vers lui. Mais Ellie s'éloignait déjà, se dirigeant vers la porte de la cuisine. « Je serai absent aujourd'hui, » dit-il sans se retourner. « Clara s'occupera de vous. » Et puis il partit, laissant Aurore seule, le cœur battant la chamade et le sentiment d'avoir touché quelque chose de dangereux et d'addictif. Le reste de la journée passa dans un flou d'inquiétude. Clara apparaissait constamment, toujours avec une tâche ou un engagement pour occuper Aurore, mais rien ne parvenait à détourner son esprit de la rencontre dans la cuisine. Elle pouvait encore sentir le toucher des doigts d'Ellie sur son visage. Elle pouvait voir la lutte qui se déroulait dans ses yeux. Il y avait des secrets dans cette maison. Cela devenait de plus en plus clair. Et Aurore commençait à soupçonner qu'elle-même était prise dans un schéma qui s'était répété auparavant. En fin d'après-midi, elle trouva une vieille clé tombée derrière un vase dans la bibliothèque. Elle était petite, ornementée, du genre qui pourrait ouvrir une vieille serrure. Son cœur accéléra quand elle réalisa que cela pourrait être la clé de la chambre verrouillée. Elle la mit dans sa poche, décidée à découvrir la vérité cette même nuit. Quand Ellie rentra chez lui, il était à nouveau plus de 22 heures. Aurore l'entendit arriver, les pas lourds dans l'escalier, le bruit de la porte de sa chambre se fermant. Elle attendit d'être sûre qu'il dormait, avant de s'aventurer dans le couloir sombre. Le couloir du premier étage était plongé dans l'ombre. Seule la lumière de la lune, entrant par les fenêtres, créant des motifs fantomatiques sur le sol. Aurore arriva jusqu'à la porte verrouillée, le cœur battant à tout rompre, la petite clé tremblant dans sa main. Elle l'inséra dans la serrure et à sa surprise et son soulagement, la clé tourna doucement. La porte s'ouvrit avec un doux gémissement, révélant une chambre qui semblait avoir été préservée dans le temps. Il y avait un parfum dans l'air, lavande mélangée à quelque chose de plus doux, de plus intime. Aurore chercha l'interrupteur à l'aveuglette, et quand la lumière s'alluma, elle dut se tenir au montant de la porte. La chambre était impeccablement rangée, mais clairement habitée par une absence. Il y avait des vêtements pliés sur un fauteuil, des livres empilés sur la table de chevet, un miroir de poche laissé sur la coiffeuse, comme si la propriétaire allait revenir à tout moment, mais c'était le mur entier couvert de photographies qui fit qu'Aurore halota. C'étaient des centaines de photos d'une jeune femme brune, magnifique, avec des yeux sombres et un sourire qui semblait familier d'une manière troublante. La jeune femme apparaissait à différents âges, enfant, adolescente, jeune adulte. Beaucoup de photos semblaient avoir été prises à son insu, dans des moments décontractés, intimes. Aurore s'approcha des photos avec un sentiment croissant d'horreur et de reconnaissance. La jeune femme avait des traits qui rappelaient les siens, le même genre de beauté délicate, la même fragilité trompeuse. Sur l'une des tables, elle trouva un journal intime ouvert. Les pages étaient jaunies par le temps,
mais l'écriture était encore lisible. Aurore commença à lire, et chaque ligne faisait geler son sang un peu plus. Il dit qu'il m'aime, mais parfois j'ai peur de la façon dont il me regarde. Comme si j'étais une poupée qu'il veut garder pour toujours dans une boîte. Aujourd'hui, il m'a apporté des fleurs à nouveau. Toujours les mêmes, des lys blancs. Il dit qu'elles correspondent à ma pureté. Je ne sais plus si c'est un compliment ou une prison. J'ai essayé de sortir aujourd'hui, mais les portails étaient verrouillés. Il dit que c'est pour ma protection, mais je commence à me sentir comme un oiseau en cage dorée. Aurore tourna les pages avec des mains tremblantes, lisant des récits de plus en plus désespérés d'une jeune femme qui était tombée amoureuse d'Élie, mais qui réalisait progressivement que son amour était possessif, contrôlant, étouffant. La dernière entrée datait de décembre 2005. Je vais essayer de m'enfuir ce soir. Si quelque chose m'arrive, je veux que quelqu'un sache la vérité sur Élie Moreau. Il n'est pas l'homme tendre qu'il semble être. Il est... La phrase restait incomplète. Les pages suivantes étaient vierges. Aurore ferma le journal avec des mains tremblantes, essayant de digérer ce qu'elle venait de découvrir. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Et pourquoi Élie gardait-il cette chambre comme un sanctuaire? C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir. Aurore éteignit rapidement la lumière et se cacha derrière la porte, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait être entendu. Les pas s'arrêtèrent devant la porte ouverte, et elle entendit une respiration lourde, contrôlée. Aurore. La voix d'Élie était basse, dangereuse. Ce n'était pas une question. Il savait qu'elle était là. Aurore sortit de derrière la porte lentement, rencontrant ses yeux dans la pénombre. Il y avait quelque chose de dévastateur dans son expression. Pas exactement de la colère, mais une douleur si profonde qu'elle eut envie de pleurer. « Vous ne devriez pas être ici. » dit-il et sa voix était brisée. Qui était-elle? Chuchota Aurore. Élie resta silencieux un long moment, regardant autour de la chambre comme s'il voyait des fantômes. « Quelqu'un que j'ai aimé, » dit-il finalement. « Quelqu'un que j'ai détruit. » Et puis, pour la première fois depuis qu'Aurore l'avait connue, elle vit des larmes dans ses yeux gris. Elle s'appelait Isadora, continua-t-il, la voix se brisant. Et vous me rappelez tellement elle que parfois, ça fait mal de respirer. Le monde d'Aurore s'effondra avec ces mots. Isadora, le nom de sa sœur disparue, la jeune fille qui était partie de la maison quand Aurore avait 15 ans et n'était jamais revenue. Quel nom utilisait-elle? Chuchota Aurore, bien qu'elle sût déjà la réponse. Isadora Vidal, que répondit Élie, et Aurore sentit ses jambes flancher. Sa sœur. Élie avait été l'amant de sa sœur cadette. Et maintenant, elle était là, dans la chambre qui avait été la sienne, désirée par le même homme qui avait peut-être été responsable de sa disparition. La vérité frappa Aurore comme un éclair, la laissant sans souffle, sans sol, sans rien d'autre que le sentiment d'avoir marché directement au centre d'un cauchemar qui n'était pas encore terminé. Le silence qui suivit la révélation fut dense comme du plomb fondu. Aurore se sentait comme si le sol avait disparu sous ses pieds, la laissant suspendue dans un vide qui sentait la lavande et les secrets anciens. Isadora, sa petite sœur, qui avait disparu à 17 ans, ne laissant qu'un mot disant qu'elle devait trouver son propre chemin. La même Isadora qu'elle découvrait maintenant, avoir été l'amante de l'homme qui l'avait accueillie, qui la désirait, qui avait promis d'être tendre et d'aller doucement. « Vous saviez » chuchota Aurore, et ce n'était pas une question. C'était une constatation qui sortait de ses entrailles comme un gémissement de douleur. Dès le premier jour à la retraite, vous saviez qui j'étais. Élie ferma les yeux, comme si ces mots étaient des lames coupant sa peau. Quand il les rouvrit, il y avait en eux une désolation qu'Aurore n'avait jamais vue auparavant. « Oui, » admit-il, la voix rauque. « Je savais !» Aurore sentit la nausée monter à sa gorge. « C'est pour ça que vous m'avez amené ici. Ce n'était pas de la générosité, ce n'était pas. Ce n'était rien de ce que vous avez dit. Je ne suis qu'un substitut. » Non, le mot sortit avec une telle force qu'Aurore recula d'un pas. Élie avança, désespéré de s'expliquer. Au début, peut-être oui. Quand je vous ai vu à la retraite, c'était comme voir un fantôme. Vous avez les mêmes yeux qu'elle, la même façon de froncer les sourcils quand vous pensez. Mais Aurore, il tendit la main vers elle, mais ne la toucha pas. Vous n'êtes pas elle. Vous pouvez partager le même sang, mais vous êtes complètement différente. Différente comment? Aurore cracha les mots comme du venin. Différente parce que je suis encore en vie? Le coup frappa Élie de plein fouet. Il pâlit,
reculant comme s'il avait été giflé. « Elle n'est pas morte, » dit-il doucement. Aurore sentit le monde tourner. « Qu'avez-vous dit ?»« Isadora n'est pas morte, » répéta Élie, passant la main dans ses cheveux dans un geste désespéré. « Du moins, pas à ma connaissance. Alors où est-elle » Aurore avança vers lui, les poings serrés. « Où est ma sœur ?» Élie regarda autour de la chambre, comme si les murs gardèrent les réponses qu'il ne pouvait pas donner. « Elle est partie, en décembre 2005. Elle a simplement disparu. »« Les gens ne disparaissent pas simplement, » dit Aurore, sa voix montant d'un ton. « Surtout pas des manoirs avec des portails verrouillés et des gardes de sécurité. »« Vous avez lu le journal ?» constata Élie, remarquant le livre encore ouvert sur la table. « J'ai lu assez, » répliqua Aurore. « J'ai lu sur les portails verrouillés, sur la façon dont elle se sentait prisonnière, sur la façon dont vous la contrôliez. Je la protégeais, » dit Élie, mais la phrase sonna creux même pour lui. « De quoi ?»« De qui ?» Élie resta silencieux un long moment, luttant avec lui-même. Quand il parla finalement, sa voix était brisée. « De moi-même. » Aurore le regarda, essayant de déchiffrer ce qu'il y avait derrière ces mots. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que je l'ai aimée d'une manière qui n'était pas saine. » Admit Élie, et il y avait une douleur crue dans sa confession. « Cela signifie que lorsque quelqu'un devient le centre de votre univers, vous faites des choses que vous ne devriez pas faire. Vous justifiez des comportements qui ne peuvent pas être justifiés. » « À quel genre de comportement ?» Élie se déplaça jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins sombres à l'extérieur. Je la suivais. Pas physiquement, mais j'avais besoin de savoir où elle était, à qui elle parlait, ce qu'elle faisait à chaque instant. J'ai installé des caméras, engagé des gens pour la surveiller quand elle sortait. Je me suis convaincu que c'était de la protection, mais c'était de l'obsession. Aurore sentit un frisson parcourir ses veines. Et elle a découvert. Elle a toujours été plus intelligente que je ne l'imaginais, dit Élie avec un sourire amer. Elle a trouvé les caméras, a confronté les gardes de sécurité, a découvert le système de suivi que j'avais installé sur son téléphone. Moi, c'est à ce moment-là qu'elle a essayé de s'enfuir. C'est à ce moment-là qu'elle a essayé de partir, corrigea Élie, mais je ne l'ai pas laissé faire. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une confession de culpabilité. Aurore sentit son estomac se nouer.